Alors, Monsieur le Premier ministre, tout d'abord, quelle est la gravité de la situation humanitaire dans le Haut-Karabakh? La Croix-Rouge parle de centaines de milliers de personnes affectées en 2 semaines de combat. Oui, bien sûr, si on parle de personnes affectées, non seulement dans le Haut-Karabakh, mais aussi dans la région, c'est une estimation correcte. La situation est plus que sérieuse parce qu'il y a des hostilités de grande échelle qui donc sont en cours. Même les experts militaires parlent des hostilités sans précédent au XXIe siècle parce que toutes les formes d'armement, de chars, de blindés sont impliquées, des drones de tout type, de lance-roquettes même, l'aviation, les hélicoptères, des avions et également un grand nombre de troupes. Donc la situation est plus que grave. Et il est important de constater également que dès les premiers jours, lorsque, avec l'initiative de la Turquie et avec le soutien des terroristes, l'Azerbaïdjan a fait une attaque sur le Haut-Karabakh, dès les premiers jours, de la part de l'Azerbaïdjan, ont été bombardés des villes et des villages du Karabakh. Et pendant plus de 10 jours de bombardement, lorsqu'il était donc évident qu'il n'y aurait pas de trêve, qu'il n'y aurait pas d'arrêt, l'armée de défense du Haut-Karabakh a été obligée de prendre certaines mesures, de faire certains coups pour donc minimiser au moins un peu le bombardement des villes et villages du Haut-Karabakh. Le cessez-le-feu n'a pas tenu. Dans les deux camps, il y a des civils qui ont été tués. Quel compromis l'Arménie est prête à faire pour que les combats cessent? Vous savez, l'accord du cessez-le-feu n'a pas été tenu, mais il n'a même pas été acté parce qu'à l'heure même, au moment même où le cessez-le-feu devait entrer en vigueur, l'Azerbaïdjan a commencé de nouvelles attaques. En ce qui concerne les compromis, l'Arménie a toujours été prête à des compromis, mais un compromis, ça veut dire qu'il y a des pas qui doivent être des deux côtés. Alors que l'Azerbaïdjan n'a jamais été prêt à des compromis. Et c'est la raison pour laquelle cette situation avance dans cette logique-là. Et je pense que surtout maintenant, l'Azerbaïdjan n'est pas prêt à des compromis aussi parce que la Turquie gère grandement les processus, y compris en Azerbaïdjan. Et pour la Turquie, ce n'est pas simplement une question de règlement du Haut-Karabakh, mais donc c'est une politique turque expansionniste et impérialiste, et les Arméniens du Sud-Caucase sont le dernier obstacle sur le chemin de la Turquie vers l'Est et le Sud-Est, donc sur leur chemin de cette politique expansionniste. Donc je pense qu'il est très important de constater ici que la situation est sortie simplement des limites de la logique du conflit du Haut-Karabakh et est entrée dans une logique beaucoup plus large. Et la politique que la Turquie mène dans le Sud-Caucase, il faut la regarder, la considérer dans le contexte de politique menée par la Turquie dans la mer Méditerranée, en Libye, en Syrie, dans ses relations également avec la Grèce et le Chypre. Néanmoins, Monsieur le Premier ministre, les indépendantistes arméniens, en plus du Haut-Karabakh, contrôlent depuis longtemps déjà 7 autres cantons azerbaïdjanais. C'est comme une zone tampon vidée de sa population. Est-ce que vous seriez prêt à rendre ces 7 autres cantons pour obtenir un règlement politique sur le Haut-Karabakh? Vous savez, je suis le Premier ministre de la République d'Arménie et non pas du Haut-Karabakh.
Et il est très important que le potentiel des décisions du gouvernement du Haut-Karabakh soit discuté avec les décideurs élus du Haut-Karabakh et pas avec moi. En ce qui concerne la question territoriale, ce que je voudrais constater, c'est que les partis arméniens ont été prêts à des compromis et en 2011, dans le cadre du processus de Kazan, la partie arménienne était prête à signer un document. Ce document, pour une simple raison qu'il y avait une certaine procédure prévue par laquelle le Haut-Karabakh aurait pu réaliser son droit de préciser son statut. Il faut comprendre bien cette situation. La question, c'est que l'Azerbaïdjan s'est mis devant soi un objectif avec l'aide des mercenaires et des terroristes transférés de Syrie de prendre sous son contrôle tout le Haut-Karabakh et de le libérer entièrement de la population arménienne. C'est la situation à laquelle on est confronté. Et la partie arménienne, je vous le répète, a été prête au compromis auquel vous faites allusion en 2011, mais en 2011, l'Azerbaïdjan a refusé cette solution parce qu'il menait donc une politique il allait méthodiquement vers un règlement militaire, suite à quoi le Haut-Karabakh doit être complètement purgé des Arméniens. Vous dites qu'il y a des mercenaires syriens dans le Haut-Karabakh. La Turquie et l'Azerbaïdjan, eux, disent que non. Quelles sont les preuves concrètes dont vous disposez? Les preuves ont été déjà publiées. Il y a des vidéos qui, grâce à des logiciels spéciaux, ont été localisées. Les localisations ont été prouvées, démontrées, et les vidéos ont été faites pendant les jours des hostilités sur le front. Et les terroristes syriens eux-mêmes ont fait ces vidéos, lesquelles par de différents moyens se sont retrouvés sur Internet. Et en réalité, tout Internet aujourd'hui est plein de ce genre de vidéos et c'est quelque chose de prouvé. Et le fait a été officiellement reconnu par la Russie, par la France et d'autres pays. Et dans le cadre du règlement de cette question, pour moi, il est très important que la communauté internationale, avant de passer au contenu du règlement de question, qu'elle constate clairement l'attaque azéro-turque sur l'Arménie, parce que c'est une violation de l'un des principes les plus importants du droit international, qui consiste en dire que dans le contexte du règlement du Haut-Karabakh, on ne peut pas user de force ou de menace de force. Mais l'Azerbaïdjan a réalisé la menace de force méthodiquement et il réalise la force maintenant avec l'implication de la Turquie et des terroristes internationaux. Et donc les preuves, elles ont été publiées et l'ombudsman arménien aussi a publié ces preuves, et grâce également à des travaux, certains travaux de recherche. Vous savez aussi qu'on peut localiser les vidéos faites par des téléphones portables, et grâce à ces logiciels de localisation, il a été prouvé que les mercenaires et les terroristes ont fait leurs vidéos dans la zone de conflit sur le front du Haut-Karabakh. Monsieur le Premier ministre, qu'attendez-vous de la Suisse? Quel soutien de la part de la Suisse? Est-ce que vous êtes déçu de certains pays occidentaux? Vous savez, le problème est qu'aujourd'hui, le Haut-Karabakh se trouve sur le seuil d'une crise humanitaire. Je vais vous présenter juste une situation. Dernièrement,
lorsque un coup de dissuasion avait été effectué de la part de l'armée du Haut-Karabakh sur la ville Ganja de l'Azerbaïdjan, les Azerbaïdjanais avaient organisé une visite des représentants étrangers sur cette région pour montrer qu'est-ce qui se passe. Mais je veux dire que jusqu'à aujourd'hui, aucun représentant officiel n'a visité le Haut-Karabakh, n'a visité Stepanakert pour voir donc les résultats des bombardements de 19 jours, qui durent depuis 19 jours. Et tous les dégâts qui ont été faits aux infrastructures civiles, les immeubles détruits. Simplement, quelques journalistes étrangers sont venus seulement, mais aucun représentant diplomatique étranger n'a visité pour voir sur place ce qui se passe. En ce qui concerne de savoir ce qu'on attend de la Suisse, dernièrement, le conseil municipal de Genève a pris une résolution très symbolique où ils ont constaté que l'idée sécession pour le salut, pour être sauvé, est quelque chose qui pourrait être donc appliqué dans le cas, c'est-à-dire lorsque dans certaines régions, certains peuples reçoivent l'indépendance tenant en compte la situation qu'ils ne peuvent simplement pas survivre sous le contrôle d'un État tiers. Et donc, ce que j'attends de la Suisse et des instances suisses, qu'ils constatent clairement que la Turquie donc, a trouvé des mercenaires en Syrie, les a transférés dans la zone de conflit du Haut-Karabakh. Il a transféré également certaines de ses armées, de ses troupes en Azerbaïdjan. Et l'Azerbaïdjan, ensemble avec les terroristes internationaux, a déclenché des actions militaires, des hostilités contre le Haut-Karabakh. Suite à ces hostilités, le peuple du Haut-Karabakh se trouve devant une crise existentielle, une menace existentielle, une crise humanitaire. Et c'est une situation que donc, la communauté internationale devrait prendre en compte, c'est-à-dire dans le cas contraire, le peuple du Haut-Karabakh sera victime d'un génocide. Et ce n'est pas, je pèse bien mes mots, aucun Arménien ne restera en Arménie si c'est l'Azerbaïdjan qui prend le contrôle, alors que pendant toute l'histoire du Haut-Karabakh, plus de 80% de ce territoire était peuplé d'Arméniens. Et aujourd'hui, ils sont sous la menace de perdre leur patrie, de perdre leur maison. Donc, mon attente de la communauté internationale, c'est clair. Donc, appliquer cette idée, ce principe de sécession pour être sauvé. Une dernière question, Monsieur le Premier ministre. Vous êtes lié à la Russie par un traité de sécurité collective. Est-ce qu'on a appris, Azerbaïdjan a dit avoir frappé pour la première fois le territoire arménien, un site de lancement de missiles. Quel doit être le rôle de la Russie? Est-ce que vous désireriez plus de soutien de la part de Moscou? Nous sommes en consultation permanente avec nos partenaires russes, y compris dans le cadre de ce traité de sécurité collective. Et il a déjà été des déclarations claires que si certaines situations se développent, la Russie et l'organisation du traité de sécurité collective vont réaliser leurs obligations envers l'Arménie. Mais en grande compte, je pense que la Russie a un rôle plus grand à jouer, y compris pour restaurer la stabilité et la paix dans la région du Haut-Karabakh en tant que pays coprésident du groupe de Minsk de l'OSCE. Et je tiens à souligner que puisque la Russie
est donc le coprésident le plus près de notre région, alors que les deux autres coprésidents, la France et les États-Unis, je pense qu'ils devraient donc stimuler et assister la Russie pour faire les efforts pour arriver à restaurer la stabilité.